Oh, salut les amis terriens, c'est moi, Brain. Comment allez-vous? Moi, ça va, surtout quand je suis en train de jardiner. Vous voyez l'endroit où je me trouve? Le laboratoire, c'est ma pièce préférée du vaisseau. Disons que c'est la seule où il y a encore des plantes que le capitaine n'a pas encore tuées. Du coup, j'en prends soin, je m'en occupe. Allez, vous savez quoi? Profitons-en, vu que vous êtes là. On va parler un petit peu de plantes. Aucune d'entre elles ne résiste à votre passage, mais vous aimeriez quand même en avoir? Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter quelques spécimens de chez vous qu'il est facile d'entretenir, et ce, même quand on n'a pas la main verte. Allez, c'est parti. Le pothos. Epipremnum aureum, ou plus simplement pothos, est une plante de la famille des Aracées. Originaire de Polynésie française et de l'Asie du Sud-Est, elle est largement cultivée ailleurs, notamment dans vos intérieurs. Il s'agit d'une liane qui, dans la nature, en zone tropicale humide, peut pousser jusqu'à 20 mètres de hauteur en s'enroulant et s'accrochant par des racines aériennes aux branches des arbres. Je vous rassure, cultivée à la maison, elle ne devrait pas pouvoir s'étendre autant, mais restera quand même une plante au feuillage garni qui n'hésitera pas à grimper si vous lui en donnez les moyens. Dans certaines situations, elle pourrait même, avec sa sève, s'accrocher au mur, alors attention. Cette plante de sous-bois qui s'épanouit sous la canopée et qui ne supporte pas un fort ensoleillement direct, qui lui brûlerait les feuilles, sera cultivable même si vous avez peu de lumière. Elle apprécie une température de 17 à 30 degrés, ce qui correspond largement aux températures de vos maisons. Ses faibles besoins expliquent pourquoi elle est notamment utilisée dans les écrans décoratifs des bureaux et de divers lieux publics. Niveau arrosage, il doit être fait quand le sol du pot commence à être sec au toucher. Mais ne vous inquiétez pas, cette championne de la robustesse survivra à votre absence pendant vos vacances, même si vous oubliez de l'arroser. Elle se remettra toujours d'un trauma si vous en prenez soin à nouveau. Pratique, non? Dernier point concernant cette liane. Grâce à son substrat et les micro-organismes issus de son écosystème, elle possède des vertus dépolluantes, absorbant le benzène, l'autoluène, le monoxyde de carbone, éléments qui sont présents dans vos intérieurs et qui peuvent être nocifs, alors profitez-en. En revanche, petit avertissement concernant cette plante. Si vous possédez un animal de type chien ou chat, ne le laissez pas grignoter les feuilles de la plante, car il pourrait s'intoxiquer et s'irriter les voies orales. Déposez votre pothos à un endroit inaccessible pour lui et tout se passera bien. Le yucca. Le yucca est un genre d'une cinquantaine d'espèces de plantes vivaces arbustives reconnaissables par leurs feuilles dures en forme d'épée. C'est une plante du désert que l'on rencontre dans les régions chaudes et sèches de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, d'Europe du Sud et des Antilles. Elle possède un feuillage persistant, c'est-à-dire que les feuilles peuvent durer plus d'un an. C'est pourquoi on a souvent l'impression que ce genre de plante ne change pas vraiment d'aspect. Le yucca est un arbuste que vous pourrez cultiver facilement en intérieur et qui donnera caractère et exotisme à vos pièces, et tout ça avec un minimum d'entretien. Elle est l'exemple même qu'il est possible d'avoir une plante assez imposante mais qui demande peu de soins. Elle a été introduite en Europe dès la fin du XVIe siècle, mais a vraiment commencé à être largement cultivée aux alentours de 1830, époque où sa cote de popularité va grimper. Plus proche de chez vous, dans les années 80, une rumeur concernant le yucca va faire chuter ses importations de presque 2/3. Évoqué pour la première fois en Scandinavie, en Angleterre, puis en France, le récit est toujours le même. L'arrosage du yucca provoquerait un bruissement provenant des feuilles qui laisserait apparaître des araignées. Cette légende urbaine complètement infondée ne serait, d'après certains sociologues, qu'un reliquat d'une peur irrationnelle envers les végétaux exotiques. Marrant, non ? Revenons à la culture si vous le voulez bien. L'essentiel avec le yucca, c'est l'éclairage. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de lumière. Placez-la devant une vitre, mais évitez le soleil trop direct qui pourrait l'assécher. Pour l'arrosage, au printemps et en été, votre plante aura besoin d'eau de façon hebdomadaire car elle sera en pleine croissance. En hiver et en automne, on réduira l'arrosage à 2 par mois. Dans tous les cas, faites attention aux trop grosses quantités d'eau. Un surplus d'eau pourrait noyer les racines et là, ça serait le game over pour votre plante. Pour éviter ce problème, de façon générale, vous pouvez déposer des billes d'argile au fond de votre pot pour faciliter l'écoulement de l'eau. Un terme récurrent en botanique pour qualifier cette action est le drainage. Retenez bien ça.
Il sera aussi important de la brumiser au niveau du feuillage, pour lutter contre un air trop sec dû à la chaleur de l'été ou au radiateur en hiver. Enfin, nettoyer ces feuilles avec un chiffon humide de temps en temps pour éviter que la poussière ne s'y accumule trop. Voilà, respectez tout ça et votre yucca se portera à merveille. Le tamaya. Le tamaya, Begonia maculata ou encore Begonia bambou. Voilà une plante qui me berce de nostalgie. Je me rappelle que chez ma créatrice, il y en a toujours eu. Bien que connue sur ma planète, elle est bel et bien originaire de chez vous. Pour être précis, la famille des Bégoniaceae vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Pour le côté histoire, les Bégonias doivent leur nom à Michel Bégon, intendant de la marine de Rochefort au XVIIe siècle et fervent collectionneur de plantes. Il organisa un jour une expédition en Amérique latine afin d'y étudier les fleurs. Une nouvelle plante fut découverte, le bégonia, baptisé ainsi en l'honneur de l'épouse de Michel Bégon. Concernant le tamaya, il est un hybride créé dans les années 90 et destiné au marché. Dès sa mise en vente, il a immédiatement obtenu un énorme succès. Cette plante, très atypique, a des belles feuilles vertes tachetées d'argent sur le devant et une teinte rougeâtre sur le dessous. Sa tige, lui donnant une allure d'arbuste, peut mesurer entre 1 à 1,50 m, mais personnellement, j'en ai déjà vu de plus de 2 mètres. Elle a une croissance rapide, et si vous vous en occupez bien, elle donnera de mai à octobre des fleurs roses. Préférant des températures entre 20 à 23 degrés, Begonia maculata apprécie les endroits ombragés sans soleil direct et sans courant d'air. Côté arrosage, environ une fois par semaine, on fait attention que la terre soit bien sèche en surface. N'oubliez pas que ce tuyau est valable pour toutes les plantes. Il vaut mieux moins arroser que trop, car les plantes tolèrent la sécheresse, mais pas le trop plein d'eau. On pense toujours au drainage comme un bon moyen pour éviter de noyer les racines. Oh, et une dernière chose, le tamaya peut être cultivé de 2 manières, en hauteur ou à un niveau intermédiaire. Si vous optez pour la hauteur, à partir de 60 cm, il faudra le tutorer pour éviter que la tige ne casse, et plus elle grandira, plus il faudra agrandir votre tuteur. Si vous optez pour l'autre solution, alors vous devrez sans crainte le tailler au niveau de la tige pendant l'hiver, juste au-dessus d'un œil, pour le forcer à pousser à un niveau plus bas, plus touffu et moins élancé. Le cactus. Comment aurais-je pu conclure cette vidéo sans parler du champion de la résistance aux tueurs de plantes, j'ai nommé le cactus. Originaire d'Amérique centrale, il a une place particulière dans l'histoire de cette partie du monde, notamment au Mexique qui le fait figurer sur son drapeau. Une mise en scène d'un aigle mangeant un serpent et se posant sur un cactus. Cette iconographie est issue d'une prophétie aztèque. Ce peuple fonda la ville de Tenochtitlan, Mexico de nos jours, à l'endroit précis où ils furent témoins de l'atterrissage d'un aigle sur un cactus, un serpent au bec. Véritable héritage culturel, mais aussi gastronomique, c'est une plante qui évolue en milieu aride et qui apprécie les endroits chauds et secs. Ces végétaux sont dits xérophytes, c'est-à-dire qu'ils ont une forte capacité à résister au manque d'eau, et que donc ils seront parfaits pour vous qui trouvez vos plantes mortes car vous ne les avez pas assez arrosées. Les cactus ont une morphologie particulière, qui est le résultat d'une parfaite adaptabilité à leur environnement. Leur corps a la capacité de se gonfler pour emmagasiner de grosses quantités d'eau et ainsi pouvoir se passer d'un apport pendant de longues périodes. Leur métabolisme est tellement acclimaté que leur absorption de CO2 se fait la nuit, au contraire des autres plantes qui le font en journée. Ce choix d'adaptation permet ainsi au port de la plante de rester fermé le jour et d'empêcher l'air chaud et sec de rentrer à l'intérieur. J'imagine que vous avez compris, vous n'aurez pas à vous soucier beaucoup de ce compagnon. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. De la lumière, voire un soleil direct. Entre le printemps et l'été, un arrosage hebdomadaire car la plante est en pleine croissance, et en automne et hiver, un arrosage une fois par mois. Rassurez-vous, si vous loupez des arrosages, votre cactus devrait survivre. Dernier point, on ne le répétera jamais assez, et c'est valable pour lui aussi, attention de ne pas noyer les racines. Si là vous ne l'avez toujours pas compris, eh bien regardez la vidéo à nouveau. Bon, les amis terriens, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Les sujets sur les plantes vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je compte sur vous pour laisser un like mais aussi pour partager ce contenu, mais surtout pour vous abonner à Bang et à activer la cloche pour être sûr de ne louper aucun de nos contenus. Terriens, je vous laisse et vous souhaite une bonne journée ou soirée. À bientôt.